à tous et puis du coup, on va pouvoir commencer. Je laisse la parole à Stéphanie. Oui, alors bonjour Valérie. Étienne, je peux peut-être bonjour à tous. Merci de vous connecter sur cette session qui est organisée par la commission financement. Étienne Auberture, en tant que référent des financements sustainable, je peux te laisser commencer par dire quelques mots. Merci Stéphanie. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ce soir et aujourd'hui 1er décembre pour donc cette réunion de la commission financement sur les financements verts. Il s'agit donc de la réunion de la commission financement qui s'inscrit dans la continuité d'une première réunion que vous avez peut-être participé ou visionné ou vu, qui s'est déroulée fin septembre avec la commission notation. Là, la commission financement tient à vous préciser et à vous présenter différents thèmes qui semblent très importants dans le monde du financement vert. L'année a été assez chargée et assez riche d'enseignements. Je ne vais pas tout présenter, mais juste dire un mot qui me semble important, c'est qu'il est désormais possible, et voire même recommandé, si on veut profiter de l'ère du temps, de lier le coût de financement de son entité à des questions de durabilité d'actifs ou à non pas une durabilité du business, mais à ces métiers qui ont une certaine appétence avec la finance durable. Je vais laisser Stéphanie présenter un peu plus en détail le programme. J'espère que cela vous intéressera et vous sera utile dans chaque entité, quelle que soit sa taille, quel que soit son business. Le monde de la finance durable est devenu une question incontournable et il est bon que chacun regarde comment il peut en profiter et participer. Merci Étienne. Donc effectivement, merci à tous de votre participation à cette session. Merci aux intervenants. On a assisté récemment à des évolutions sur le marché du financement sustainable. Les volumes ont augmenté, les formats se diversifient, les méthodologies aussi ont évolué. Donc on souhaitait avec la commission financement mettre ces évolutions en perspective. La commission financement est organisée donc autour de 5 représentants que vous voyez à l'écran, dont effectivement 3 nouveaux arrivants à la commission avec Priscilla Bouton-Peignoux, qui est la présidente de la commission, Philippe Berner et moi-même qui sont vice-présidents de la commission, qui venons de la rejoindre cette année. Pour revenir au sujet de cette session, donc elle sera organisée autour de 3 interventions. Donc on aura dans un premier temps EcoAct, pour laquelle Laura Carrère viendra nous présente en fait un point sur l'évolution spécifiquement de la réglementation carbone. CACIB, qui sera représenté par Franck Ergaud, Tanguy Claquin et Pascal Ford-Maurice, qui nous feront un point de marché sur l'évolution du sustainable et de la taxonomie. Et puis enfin, Sodial, qui sera représenté par Patricia Vivier, et qui nous fera un partage de son expérience liée à la mise en place de son Shine Green. Donc, je vous ai cité 2-3 points en fait d'admin, et je me ferai le timekeeper de chaque intervention. Chaque intervenant aura à peu près une vingtaine de minutes pour présenter son sujet. N'hésitez pas à poser des questions, alors pas directement. Je vous invite à couper les micros de Teams, mais n'hésitez pas en parallèle à poser vos questions dans le chat directement de la conversation, de façon à ce qu'on puisse poser les questions directement à chaque intervenant à la fin de leur intervention.
Voilà, et j'espère que cette session va vous répondre à un certain nombre de questions. Et encore une fois, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions en parallèle des présentations. Merci Valérie, je pense que on peut, voilà. Merci beaucoup à Stéphanie et bonjour à tous. Donc, moi, je prends la parole au nom d'EcoAct, dont je suis la directrice commerciale. Je m'appelle Laura Carrère et donc j'ai un passé dans la finance, hein, donc je connais bien vos problématiques puisque j'ai travaillé 16 ans en banque d'investissement à la Société Générale, donc au début en financement structuré et puis après en dérivé action pour les grandes entreprises. Donc un long passé financier et donc je vais essayer aujourd'hui de vous donner une introduction finalement sur tous les sujets qui ont lien à la comptabilité carbone dans les entreprises, à la fois ce que c'est, d'où ça vient et puis quelle est aujourd'hui la réglementation qui s'y applique. Voilà, donc je vais vous dire peut-être un petit mot d'EcoAct avant. Donc c'est voilà, ici cette page 7. Merci beaucoup Valérie. Donc en fait, qui est EcoAct? EcoAct, c'est un acteur du développement durable qui a une quinzaine d'années aujourd'hui, qui est implanté dans 7 pays, donc la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Espagne, et puis après des pays où on est plutôt en développement de projets tels que le Kenya et le Soudan. On est 160 aujourd'hui et on vient d'être acheté par Atos. Donc en fait, il y a une consolidation assez forte aujourd'hui sur ces acteurs du développement durable et donc on est aujourd'hui partie du groupe Atos. Alors, on fait 2 activités assez distinctes. Le premier, c'est donc le conseil en stratégie climat-carbone, où on est leader en France sur toutes les stratégies de mesure du bilan carbone et de neutralité carbone. Et puis, on est aussi développeur de projets de compensation carbone volontaire. Et donc, je ne rentrerai pas dans une description de cette activité-là qui nous prendrait tout le créneau. Mais c'est en fait répondre aux enjeux des entreprises qui souhaitent aller vers la neutralité carbone. Voilà, donc page 8. Merci beaucoup, Valérie. Voilà, merci. Donc alors, pour vous expliquer en fait en quoi consiste, et alors là, je vais au-delà, je dirais, de l'activité d'EcoAct, hein, c'est vraiment quelles sont finalement les différentes étapes de la démarche climat d'une entreprise. La première étape finalement, c'est vraiment de savoir où on en est. Et pour ça, il faut mesurer, il faut évaluer son empreinte carbone et son empreinte climatique. Avant de faire toute chose, il faut vraiment savoir voilà, comment est-ce qu'on se positionne. Après, effectivement, la première étape qui suit cette étape de mesure, c'est de réduire son empreinte climatique. Regarder finalement quels sont les plans d'action qu'on peut prendre pour être en mesure de réduire cette empreinte. Ensuite, on a une étape éventuellement de compensation, où là, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre ces émissions résiduelles qu'on n'a pas réussi finalement à réduire au-delà de ce niveau-là et donc de compenser ces émissions en investissement dans des projets, soit de séquestration, soit de réduction des empreintes carbone de processus existants en dehors de sa propre chaîne de valeur. Donc voilà, c'est vraiment ce trio mesurer, réduire, compenser. C'est vraiment une approche de base, hein, je dirais, des entreprises. Et puis au-delà de ça et en parallèle de ça, vous avez bien évidemment l'évaluation de ces risques. Donc ces risques qui sont principalement à 2 titres. On a des risques d'abord physiques, hein, qui sont les risques d'inondation, les risques de canicule, donc vraiment les risques très concrets qui s'appliquent suite au changement climatique. Et après, vous avez tout ce qui est risque de transition, qui sont la réponse à la question comment est-ce que mon business model va être impacté par la transition écologique. Et donc, l'exemple assez simple sur ce sujet-là, ça va être le pétrolier qui va
développer éventuellement des stratégies dans les énergies renouvelables pour accompagner la transition écologique et ne pas rester que sur des énergies fossiles. Voilà. Et après, au-delà de ça, vous avez toute une logique de communication en fait à vos stakeholders internes et externes. Je dis internes parce qu'aussi c'est très important maintenant pour les grandes entreprises de communiquer, notamment auprès de leurs salariés, sur quelles sont finalement les grandes étapes de leur transformation sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est très valorisé par l'ensemble des employés et des parties prenantes des entreprises. Voilà un peu pour une vue d'ensemble. Alors, peut-être page 9. Merci beaucoup Valérie. Voilà, alors la comptabilité carbone des entreprises finalement, comment est-ce qu'elle comment elle est prise en compte aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle est influencée par les réglementations au niveau international, européen et français? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, sur tous ces sujets climatiques, il y a une approche, initiale qui est volontaire, et qui a été drivée finalement par une prise de conscience progressive. Et là, on peut peut-être aller à la page suivante. Merci beaucoup. Voilà, je pense que c'est important. Alors, ceux qui connaissent bien déjà ces sujets-là, m'excuseront peut-être de, répéter des choses que vous savez déjà, mais je pense que c'est quand même important de rentrer un peu, dans le sujet par cet historique. Alors, c'est un historique qui est beaucoup plus long que celui-ci, hein. Là, c'est un échantillon. La prise de conscience graduelle sur le climat, ça date, peut-être d'une quarantaine d'années, ça a pris une résonance particulière depuis, 2014 avec, le 5e rapport du GIEC où en fait les gens, de façon plus large qu'un microcosme ont commencé à saisir le fait que les activités humaines, entraînaient vraiment un réchauffement climatique. Et en fait, il y a eu une accélération assez forte à Paris, par la COP 21. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit la COP 21? Parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, il y a pas forcément, tout le monde n'a pas forcément en tête les messages clés. La COP 21, les messages clés, c'est un engagement de la quasi-totalité des parties prenantes et encore une fois, un engagement volontaire à, viser un objectif carbone à l'horizon 2050. Enfin, d'abord 2075, puis ensuite 2050. Et donc ça veut dire quoi? La neutralité carbone, étant donné que vous avez un certain nombre de processus industriels dont vous ne pouvez juste pas annuler en totalité les émissions, ça signifie qu'on va avoir une logique de séquestration en parallèle de ces objectifs de réduction pour finalement atteindre l'objectif net zéro. Donc vous voyez comme c'est ambitieux. Non seulement on va réduire les émissions existantes, mais il y a un objectif de net zéro. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on arrête complètement d'émettre. Donc tout ça, en fait, a été pris à bras-le-corps par un ensemble, d'à la fois de décideurs, politiques et de décideurs du privé. Et aujourd'hui, vous avez, plus de 1000 entreprises qui se sont engagées dans la voie donc, d'atteinte de ce qu'on appelle les, science-based targets et j'en dirai un petit mot, plus tard, mais donc il y a beaucoup aussi d'engagement volontaire de la part des entreprises. On va peut-être passer à l'étape d'après, page d'après. Merci beaucoup Valérie. Voilà, donc alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'accord de Paris, il fixe, une guideline qui est, globale, qui est de rester en dessous de 2 degrés. C'est des engagements qui ont été pris, qui sont flexibles, hein, encore une fois, comme vous avez bien pu constater que les États-Unis en sont sortis. Donc, voilà, il n'y a pas aujourd'hui, une réglementation ou une législation internationale, bien évidemment, sinon ce serait trop simple. Et donc du coup, en fait, ces engagements-là, à savoir quand même que ces engagements-là, même s'ils sont respectés, ne sont pas suffisants puisque, la trajectoire, si même les objectifs déclarés étaient atteints, ça nous mènerait plutôt entre 2,9 et 3,4 degrés. Donc c'est une belle première étape, mais c'est insuffisant. Donc page 13, alors je crois qu'il faut recliquer pour avoir l'ensemble la page qui s'affiche. Valérie, je crois que oui, il manque voilà, parfait. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre et alors vous allez me permettre de m'attarder sur ce petit sujet parce que je suis pas sûre que ce soit très clair. En tout cas, moi, avant de rejoindre EcoAct, je n'avais pas compris. Donc je suis peut-être, voilà, représentative enfin j'espère pas, mais il est possible que ce soit pas si clair, pour tout le monde. En fait, il y a, un budget carbone qui est autour de, 1000 gigatonnes équivalent CO2, qui est en gros ce qu'on peut se permettre de émettre, d'émettre en plus
de la concentration existante dans l'atmosphère pour respecter cet engagement à 2 degrés, pour limiter l'augmentation de la température mondiale en moyenne, hein, j'entends bien en moyenne, à 2 degrés. Et donc, c'est comme une sorte de budget, comme une sorte de seau là. Donc, vous voyez, le seau finalement, c'est ce qui a été déjà émis plus le reste à émettre. Ça, c'est ce qui nous est autorisé jusqu'à 2100 finalement. Et donc, c'est ce budget-là avec lequel on doit jouer. Et après, il faut juste s'arrêter en somme d'émettre. Et donc, si on respecte ce budget-là, bah, effectivement, on sera, et tout ça évidemment, c'est des probabilités et des moyennes, hein. Il n'y a pas aujourd'hui de boule de cristal qui peut vous promettre que, qu'on s'arrêtera à 2 degrés, mais en gros, la trajectoire RCP de 2,6 nous fait nous arrêter à une augmentation de température entre 0,9 et 2,3 degrés. Et en rouge, là, à 8,5, c'est donc RCP 8,5, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Si on continue comme ça, quoi. Voilà. En gros, c'est une augmentation du coup de entre 3 et 5-6 degrés. Alors, page d'après, merci Valérie. Voilà, peut-être encore un petit clic, voilà, pour faire tout apparaître. Merci beaucoup. Donc alors, scope 1, scope 2, scope 3. Là encore, je pense qu'une partie d'entre vous a déjà en tête ces différences, mais juste pour récapituler, pour l'ensemble des participants. Donc en fait, vous avez le scope 1 qui est donc les émissions directes des sources de combustion dans votre business. C'est-à-dire, par exemple, vous utilisez du fuel en interne pour soit les transports internes de vos marchandises, soit même la combustion dans vos processus chimiques propres. Ça, c'est du scope 1, émissions directes. Ensuite, vous avez le scope 2 qui est lié à votre consommation d'électricité, de vapeur, de chaleur ou de froid. Donc, si vous consommez par exemple des réseaux de chaleur, des réseaux de vapeur, des réseaux de froid, et puis tout ce qui est lié à votre consommation d'électricité est dans le scope 2. Voilà. Et le scope 3, c'est alors non réglementaire, ça c'est une petite subtilité qui est qu'aujourd'hui, il n'y a que les postes d'émissions significatifs qui sont suivis d'un point de vue réglementaire et j'y reviendrai. Mais en fait, le scope 3, émissions amont et aval de votre chaîne de valeur. Par exemple, pour un fabricant automobile, ça va être les émissions liées à l'usage de ces automobiles. Pour un producteur de pétrole, ça va être toutes les émissions en amont de la production de pétrole et donc l'extraction, etc. Et c'est là que ça va être des postes très importants. Donc, vous voyez tout de suite qu'il y a un souci de double comptage, bien évidemment, dans le scope 3. Le scope 3 est par définition redondant, c'est-à-dire des mêmes entreprises qui vont être sur une même chaîne de valeur vont le. Mais en même temps, vous voyez bien que si on ne le compte pas, on a une vision qui est complètement partielle du sujet. Donc, le scope 3, je dirais que c'est obligatoire de le suivre, même si il y a forcément des inconvénients de double comptage. Alors, on va passer à la slide d'après. Merci. Alors bon, ça, je ne vais pas m'y attarder, c'est en fait, mais je vous le donnerai donc parce que ces slides vont être distribués. C'est vraiment donc l'ensemble, je dirais, des différents scopes et là, vous pouvez retenir, typiquement les déplacements professionnels des salariés, les déplacements domicile-travail, ça va être des postes du scope 3 qui vont être importants, les déchets, les intrants, etc. On va peut-être juste passer à la slide d'après. Merci Valérie. Voilà, alors pour vous faire un petit point sur ce qui est obligatoire, sur ce qui est réglementaire en France et donc CACIB présentera de façon un petit peu plus précise la réglementation européenne. Donc en France, c'est la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui donc cible une réduction des gaz à effet de serre de 40% à horizon 2030 et qui donne des obligations réglementaires sur le reporting carbone pour les entreprises de plus de 500 salariés. Scope 1, Scope 2 est obligatoire avec un plan d'action. Et le Scope 3 pour les émissions significatives, ça c'est seulement si vous avez aussi le chiffre d'affaires ou le bilan qui dépasse 100 millions d'euros. Et après, vous avez un petit aparté, les investisseurs, en fait, ils sont touchés par un article qui s'appelle l'article 173, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui sont du coup une obligation de reporting destinée finalement à eux en particulier sur leur contribution à la transition énergétique et sur les enjeux climato-énergétiques. Voilà. On va passer à la slide d'après, du coup, merci. Donc là, en fait, vous avez les principaux acteurs du carbone en France. Alors,
Je vais en citer juste quelques-uns dont vous avez sans doute entendu parler. L'ADEME, c'est donc l'Agence de la transition écologique. C'est une agence qui publie des facteurs d'émission qui sont open source. Et les facteurs d'émission, en fait, c'est ce par quoi vous multipliez les indicateurs physiques pour obtenir des émissions carbone. Donc, typiquement, si vous prenez un énergéticien, vous prenez le facteur d'émission typique, ça va être finalement le nombre de tonnes équivalent carbone qui vont être émis par kilowattheure produit. Donc ça va être un facteur d'émission. Vous en avez d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais enfin, en gros, c'est ce qui vous permet de passer de votre énergie, de votre activité industrielle à votre bilan carbone. Ensuite, il y a le Science Based Targets, donc je vais dire un petit mot juste après. Et ce que je veux vous citer aussi, dans les acteurs de méthodologie, les 2 grandes méthodologies qui sont utilisées en France aujourd'hui, c'est BC, donc l'association bilan carbone, qui accrédite finalement les entreprises qui utilisent une méthodologie qui est donc enregistrée, transparente et accessible à tous. Et enfin, vous avez le Greenhouse Gas Protocol, donc le GHG Protocol, qui a été conçu par le WRI, World Resources Institute, et le WBCSD, qui est aussi une méthodologie complètement open source, qui est très proche de la méthodologie du bilan carbone, mais qui vous permet finalement de reporter à l'international. Voilà. Donc, il y a des passerelles entre les deux. Hein. C'est assez facile de passer de l'une à l'autre, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. Alors, on va passer à la slide d'après. Voilà. Alors, je voudrais vous dire un petit mot de l'initiative Science Based Targets, parce qu'aujourd'hui, c'est une initiative qui est volontaire. Alors, j'insiste bien sur ce fait-là. Donc, comme vous avez vu, le réglementaire, c'est encore assez light. Le volontaire, c'est ce qui prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui, et finalement, la réglementation a toujours un temps de retard sur ces initiatives volontaires. Alors, qu'est-ce que c'est que l'initiative Science Based Targets? Alors, c'est une initiative qui a été lancée par un consortium d'organisations qui sont finalement internationales sur ces sujets du climat et du carbone. Il y a donc le Global Compact de l'ONU, le WWF, que vous devez bien connaître, et il y a le Carbon Disclosure Project et le World Resources Institute. Le Carbon Disclosure Project, vous en avez certainement entendu parler, c'est un institut qui publie annuellement le score des entreprises sur la base de réponses à des questionnaires très détaillés sur leur politique climatique. Et donc, c'est quoi cette initiative Science Based Targets? C'est une initiative tout à fait publique et open source qui vous propose de vous engager en tant qu'entreprise sur une stratégie de réduction de votre empreinte carbone à 5, 10, 15 ans. Et donc, c'est une soumission qui est publique. Donc, ça veut dire que vous sélectionnez une méthodologie qui vous est adaptée. Donc, par exemple, les énergéticiens vont sélectionner la méthodologie pour l'énergie. En fait, les secteurs qui sont très émetteurs ont une méthodologie vraiment qui a été designée pour eux. Et les entreprises qui sont moins émettrices sont plutôt prises en charge par des méthodologies plus génériques. Et donc, en fait, le Science Based Targets, qu'est-ce qu'il fait finalement? Il part de ce budget carbone dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer de ce budget carbone à finalement un reste à émettre pour chaque entreprise. Et donc, une trajectoire de bilan carbone pour chaque entreprise. Donc, en gros, c'est, si vous voulez, un partage du gâteau, en fait, un partage de ce budget carbone qui a été alloué d'un point de vue mondial entre les différents secteurs des différentes industries, et ensuite, c'est décliné entreprise par entreprise. Et après, l'étape d'après, en fait, c'est de prendre ce budget carbone et de le rapprocher d'indicateurs physiques. Et donc, ces indicateurs physiques, ça va être ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire typiquement, combien est-ce que j'émets par kilowattheure produit? Combien est-ce que j'émets par voiture vendue? Combien est-ce que j'émets par yaourt vendu si je suis Danone, etc., etc. Et donc, en fait, tous ces indicateurs, ils vont finalement être spécifiques d'une industrie à une autre. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir comprendre la dynamique de vos émissions carbone. Et donc, finalement, quelles sont les différentes étapes du Science Based Target? Donc, c'est vous vous engagez en vous déclarant, en soumettant une lettre d'engagement qui dit que vous allez faire valider vos objectifs par le Science Based Targets. Ensuite, vous développez vos objectifs de réduction.
Donc, vous fixez des objectifs de réduction de vos empreintes carbone. Après, vous soumettez ces objectifs de façon publique au Science-Based Targets. Vous communiquez en interne et en externe sur ce que vous avez, sur les engagements que vous avez pris. Et après, vous allez suivre ces trajectoires sur lesquelles vous vous êtes engagé. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi les entreprises font ça? Les entreprises font ça parce que finalement, ça oriente leurs forces en interne, ça oriente leurs efforts, d'une part. Donc ça les met dans une trajectoire. Et ensuite, bien sûr, il y a un sujet de pouvoir communiquer auprès de l'ensemble de leurs parties prenantes sur ce qu'elles font. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une pratique qui se généralise. Voilà, donc j'ai été assez vite. J'espère que j'étais à peu près claire. Je crois que voilà, j'ai fait le tour des différents sujets que je voulais aborder. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Laura. Philippe, est-ce qu'on a aujourd'hui la liste des acteurs, des entreprises qui se sont engagées dans toutes ces initiatives en France? Qu'est-ce que ça représente en nombre? Alors en fait, on a donc ce qu'on sait, c'est que c'est plus de 1000 d'un point de vue international. Et après, le Science Based Target publie les listes des entreprises qui ont soumis ou qui se sont engagées à soumettre secteur par secteur. Et donc sur la France, alors on avait fait une étude récemment sur les grands indices. Ça devait être entre 40 et 50% des entreprises qui s'étaient engagées sur ces sujets-là dans le CAC 40. Donc ça commence quand même à représenter des niveaux vraiment importants. Et c'est en train de descendre à l'étage du dessous, si j'ose dire, c'est-à-dire c'est en train d'être aussi pris en main par les ETI. Il y a une question. Il y a une question. Il y a une question de... Oui, Navina Krieger, Terega. Comment faire le lien entre le SBT et les agences de notation extra-financières? Oui, tout à fait. Alors, c'est une très bonne question. Alors, en fait, le SBT, c'est vraiment un sujet très climat et même carbone. Donc, ça s'adresse à un prisme. Alors, moi, je suis un peu biaisée. Je trouve que c'est le prisme... Enfin, c'est un prisme vraiment très important de tout ce qui est notation extra-financière, mais c'est loin d'être le seul. Et en fait, les agences de notation extra-financière, elles prennent en compte la totalité des actions en E, S et G, donc également d'un point de vue social et gouvernance. Et donc, le SBT est l'une des briques de prise en compte des agences de notation extra-financière. S'il n'y a pas de questions, on passe assez Il n'y a pas d'autres questions. On peut avancer. Bonjour à tous. Bonjour. Quelqu'un de Crédit Agricole. On va faire cette présentation à deux voix avec Franck. C'est une présentation dans laquelle on va couvrir 4 questions. La première est celle pour continuer sur la présentation précédente des réglementations européennes, notamment de la taxonomie, qui, je pense, va être un sujet pour un certain nombre d'entre vous dans les semestres qui viennent. On parlera ensuite de 2 instruments dont on en parle beaucoup, les Green Sustainability Bonds, donc les opérations qui permettent un fléchage des fonds d'un côté, et puis ensuite les Sustainability Linked Bonds, donc les opérations qui permettent d'indexer la marge de vos financements sur des objectifs ESG, puis on parlera de prix à la fin, parce qu'on est des banquiers, donc on finit toujours par parler de prix. Je vais commencer par la taxonomie, donc sur la page sur la première page de la présentation, alors je ne sais plus quel numéro c'est, parce que j'ai la note sous les yeux, mais c'est qui s'appelle The Case for Climate Finance in the EU. Vous savez que la Commission européenne s'est donné il y a un certain nombre d'années déjà un agenda assez ambitieux sur la partie climatique, qui est de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sur laquelle d'ailleurs la Commission est en train de discuter ces jours-ci d'une augmentation de son ambition, d'une part de renouvelables dans la consommation énergétique finale qui doit être de 32%, et puis d'économie d'énergie importante à réaliser. Elle reconnaît, la Commission aujourd'hui, que tout ça va être fait non seulement par de l'argent public, mais aussi par beaucoup d'argent privé. Et donc, depuis déjà quelques années, elle a reconnu à la finance un rôle important dans son agenda environnemental. C'est ce qui est résumé dans un slide sur lequel les polices sont toutes petites, qui s'appelle Plan on Sustainable Finance,
qui résume les 10 actions principales que la Commission européenne s'est données, suite notamment aux accords de Paris. On parlait tout à l'heure des conséquences de l'accord de Paris. Une d'entre elles est le fait que la Commission se soit donné un plan d'action sur la finance durable permettant d'atteindre 3 objectifs principaux pour elle. D'un, de canaliser plus d'investissements pour la transition énergétique, en sorte que les questions de durabilité deviennent des éléments clés de la gestion des risques des institutions financières, des acteurs de la finance en général. Et 3, de favoriser la transparence et disons, la vision long terme dans les décisions financières. Ces plans d'action, il a été défini suite par notamment un groupe de travail qui s'est mis en place juste à la fin de l'accord de Paris, qui s'appelait le H-Level, High Level Expert Group, qui a travaillé pendant 18 mois pour faire des recommandations qui ont ensuite été adoptées par la Commission européenne. Si vous voyez cette présentation sur cette page, la première action, c'est ce qu'on appelle EU Sustainable Taxonomy, qui est une recommandation de mettre en place un catalogue d'analyse de toutes les activités économiques à l'aune des objectifs environnementaux que s'est donné la Commission, et donc de permettant de savoir aux acteurs économiques qui sont cités là, donc à la fois les entreprises, les banques, les investisseurs institutionnels, tous les services providers, activité par activité, ce qui est considéré en Europe comme étant vert ou ne l'étant pas. Cette brique de base, elle va permettre ensuite de définir tous les autres plans d'action qui sont définis là, notamment créer des labels d'investissement, notamment standardiser et encadrer la notation extra-financière dont on vient de parler pour la partie environnementale, les actions 2 et 6 que j'ai parlé, qui sont listées là, notamment créer des benchmarks d'investissement sur soit l'axe vert, soit l'axe ESG, qui soient définis selon les mêmes règles. Et donc, cette taxonomie a fait l'objet, lors des 2 dernières années, d'un groupe d'experts qui s'appelait le TEG, le TEG, Technical Expert Group, qui a fait des recommandations à la Commission européenne sur cette taxonomie. Cette taxonomie, page suivante, dont le titre est donc Presentation of the New EU Taxonomy, elle fonctionne de la manière suivante. Elle regarde pour 6 objectifs européens, qui sont donc l'adaptation et l'atténuation du changement climatique, la gestion des ressources aquatiques, l'économie circulaire, le contrôle de la pollution et la gestion des écosystèmes. Bon, si une activité économique, d'une part, contribue significativement à l'atteinte de ces objectifs, d'autre part, sans nuire aux 5 autres objectifs, tout en respectant des normes sociales minimales. Et la contribution significative, elle est établie par le respect d'un certain nombre de critères techniques. Ces critères techniques, ils ont été aujourd'hui définis pour 2 objectifs, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, pour lesquels des drafts ont été offerts à la consultation depuis déjà presque 1 an. On en est aujourd'hui à la 4e version de consultation sous une forme aujourd'hui qui est quasiment la forme finale, la forme juridique. La taxonomie, c'est d'un point de vue juridique, c'est une réglementation européenne qui définit tout ce que je suis en train de vous présenter là sur cette page et qui est accompagnée de ce qu'on appelle des actes délégués qui ensuite définissent les critères techniques qui vont s'appliquer objectif environnemental par objectif environnemental. Aujourd'hui, la réglementation européenne, la taxonomie, elle a été votée, elle a déjà été votée l'année passée, donc elle est disponible, et les actes délégués sont en cours de consultation finale, avec l'idée que les actes délégués pour la partie atténuation et adaptation au changement climatique seront adoptés d'ici la fin de l'année. Et donc, ces critères techniques, dont je vous donnerai un exemple tout à l'heure, ils reconnaissent par exemple sur le premier objectif d'atténuation du changement climatique, une activité, elle peut contribuer soit parce qu'elle est déjà bas carbone, soit parce qu'elle permet à une autre activité de se rendre bas carbone, soit parce qu'elle contribue significativement à une transition vers une activité bas carbone. Donc, l'exemple type, c'est soit une ferme éolienne, soit quelqu'un qui fournit les matériaux qui permettent à une ferme éolienne d'être bâtie, soit une activité, par exemple, de transport de matériaux qui permettent cette construction de fermes éoliennes par des moyens carbonés, mais qui sont aujourd'hui inévitables, donc, par exemple, du shipping. Donc, on a une vision, je dirais, par la Commission de l'intégralité de la chaîne de valeur, pas uniquement les activités les plus emblématiques vertes, mais toutes celles qui permettent aussi la transition vers une économie décarbonée. Pourquoi est-ce que c'est intéressant et pourquoi est-ce que vous allez sans doute tous devoir regarder cette taxonomie à un moment
un autre, c'est que cette taxonomie, ça va devenir le catalogue, hein, ça va devenir le dictionnaire à partir desquels on définit ce qui est vert. Ça va être vrai pour nous, acteurs de l'industrie financière, bien sûr être vrai aussi, d'abord pour toutes les grandes entreprises qui sont déjà soumises à des exigences de reporting non financier. Enfin, parce qu'en fait, le reporting sur la part du chiffre d'affaires qui est conforme à la taxonomie va faire partie des reporting demandés. Mais par ailleurs, ça va être pour le coup un reporting obligatoire pour les acteurs de l'industrie financière, les investisseurs et les banques. Donc, il est évident que nous allons progressivement demander à nos clients ou alors nous allons le faire pour eux, de voir quelle est la part de leur activité qui se conforme à la taxonomie ou pas. Cette taxonomie, je ne peux pas vous en donner tous les détails aujourd'hui, parce que ce sont déjà 2 bibles de plusieurs centaines de pages, hein, ces actes délégués. Je vous donne juste un exemple qui est sur la page suivante, qui s'appelle, par exemple, Transportation within the European Taxonomy, dont c'est ici un extrait, parce qu'en fait, la partie transport est déjà longue de plusieurs dizaines de pages. Elle définit, par exemple, que pour qu'un véhicule individuel qualifie de vert, aujourd'hui en Europe, la proposition, c'est que ces émissions directes doivent être inférieures à 50 grammes de carbone par équivalent par passager par kilomètre, ce qui, de manière très pratique, vous voyez, fait en sorte que toutes les obligations vertes, tous les produits qui étaient verts dans le domaine des véhicules électriques continuent à qualifier. Tout ce qui était hybride, pour ceux qui étaient hybrides, il y en a certains qui qualifient, d'autres qui ne le qualifient pas, parce que 50 grammes, ça tombe un petit peu au milieu de la gamme des véhicules hybrides. Et donc, en fait, cette taxonomie, avec ces critères techniques, elle fait un vrai distinguo entre des choses dont aujourd'hui on pouvait penser qu'elles étaient à la frontière, elles étaient plus ou moins vertes, et ça se décline secteur d'activité par secteur d'activité aujourd'hui. Donc, pour compléter la présentation précédente, il nous paraissait important d'avoir quelques mots sur cette taxonomie. C'est un résumé, bien sûr, mais il me paraît, non seulement je pense qu'il complète la présentation précédente, mais il ouvre aussi à la suite de la discussion qui est la présentation des produits financiers qui permettent d'accompagner la transition. Pour la partie suivante, je vais passer la main à Franck. Alors, je ne sais pas qui a un son qui bip, mais du coup, si la personne peut se mettre sur mute pour que l'on n'ait pas ce bruit, pour ne pas déranger les intervenants. Et je laisse la parole donc à Franck Ergo. Franck, votre son est coupé, on ne vous entend pas. Non, le micro est sur mute. Il faut que vous appuyiez sur l'icône. On ne vous entend toujours pas. Ouais. Est-ce que vous m'entendez là? Ah oui, parfait. Très bien, on vous redonne. Très bien. C'est gentil, merci beaucoup. Donc sur la slide suivante, s'il vous plaît, Valérie, vous allez retrouver un petit graphique qui est une synthèse, on l'espère, des différents instruments existants qui est suffisamment compréhensible. Alors, d'un côté, vous voyez une forme obligataire, le bond market, donc avec trois typologies d'émissions, les Green Social et Sustainability Bonds, les Transition Bonds et les SLB, Sustainability Linked Bonds. On reviendra un peu plus en détail sur ces différents produits. Et sur la droite de cette slide, la version aussi en format loan, crédit ou RCF, avec là encore des Green Loans ou des Sustainability Linked Loans. Ce qui est important pour différencier ces instruments, c'est surtout l'utilisation des fonds, les use of proceeds. D'un côté, vous allez avoir des use of proceeds qui sont dédiés à des projets particuliers, avec un fléchage des fonds vers ces projets spécifiques. Donc, c'est la partie que vous voyez sur le haut. Et plus récemment, les Green Social and Sustainability Bonds, les Transition Bonds et les Green Loans. Et plus récemment, s'est développé une nouvelle typologie de produits qui sont des produits indexés sur des KPI. Et là, la différence majeure, c'est que les use of proceeds est qualifié de General Corporate Purpose, donc ça offre un peu plus de flexibilité, mais c'est engageant en revanche sur des indicateurs qui sont choisis et commentés par les différents émetteurs.
voilà rapidement donc les différents instruments et on peut peut-être passer sur la slide suivante pour vous indiquer quelques chiffres. Alors c'est un marché qui est en très forte croissance, comme vous pouvez le constater avec ces quelques chiffres, et on anticipe encore une accélération dans les prochaines années. Il n'y a aucune raison que ce trend ralentisse. Et vous avez la grande majorité des émissions de ces instruments est sous une forme green bond, même si on commence à voir une diversification des instruments financiers. Et si on s'attache uniquement sur ces green bonds, vous avez un montant de 286 milliards qui représente une croissance de 15% par rapport à 2019 et catégorie qui avait également cru de 62% entre 2019 et 2018. Donc il s'agit de montants d'émissions, toutes devises, tout type d'émetteurs exprimés en euros. Sur le slide suivant, on va essayer de définir ou rappeler, parce que vous êtes au courant de cela, qu'est-ce qu'un green, un social ou un sustainability bond. C'est avant tout un bond classique de par sa forme. Il y a une fonds fixe et ça s'adresse à tous les investisseurs obligataires, qu'ils soient des investisseurs green ou non d'ailleurs, mais avec une particularité qui est l'utilisation des fonds qui est fléchée dans le financement d'actifs green, d'un actif social ou bien les deux. Et là, l'émetteur s'engage vis-à-vis de la communauté financière à utiliser ces fonds à des projets spécifiques, identifiés ou identifiables dans le futur, et à effectuer une communication régulière, un reporting qui est le plus souvent annuel sur l'utilisation des fonds. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ces green bonds? Alors, il y a des différents types de projets. On a 5 grandes catégories de projets. Les projets d'énergie renouvelable, éolien, solaire notamment, des projets d'efficacité énergétique, de contrôle et prévention de la pollution. Donc, ça peut être le recyclage des déchets, la capture de stockage de CO2. Des infrastructures, distribution d'eau, traitement des eaux usées, désalinisation, ou encore des financements d'immeubles aux performances énergétiques remarquables avec les meilleures certifications du moment. En slide suivante, même chose, on a essayé de vous rappeler qu'est-ce qu'était un social bond, et donc ça vise à rendre accessible au plus grand nombre des infrastructures de base de type énergie, de transport, d'eau potable, des services essentiels, l'accès aux soins, l'éducation, des habitations abordables, des projets générant des emplois en milieu défavorisé, ou encore des projets de sécurité alimentaire et d'accès à une alimentation pour les populations les plus vulnérables. Donc c'est un champ qui est assez large et qui est bien cadré et documenté dans les transactions. Sur le slide suivant, on a voulu prendre un exemple concret et récent qui est en fait qui est à la fois un green et un social. Ça s'appelle un sustainability bond, puisqu'il est c'est la transaction d'Orange, donc émission inaugurale de cet émetteur en septembre 2020 dans le cadre d'un framework documenté. Et l'émission, en l'occurrence, la transaction à 9 ans de 500 millions servira à financer des projets green à hauteur de 60% et à 40% des projets sociaux. Alors dans les projets green, c'est de l'efficacité énergétique des réseaux, des data centers, des immeubles. C'est également de prévention de la pollution, le recyclage des box en plastique. Et sur l'aspect social, donc 40% des fonds levés qui serviront à une utilisation sociale, c'est l'accès à la fibre ou au réseau mobile dans les zones à risque d'exclusion digitale. Et c'est également, ça couvre aussi des projets d'intégration sociale et d'entrepreneuriat. Alors, cette émission, elle a été très bien accueillie, elle a été largement sursouscrite 5 fois, ce qui a permis à l'émetteur de sortir dans d'excellentes conditions financières, sous sa courbe secondaire, en l'occurrence, moins 9 BP,
et d'élargir sa base d'investisseurs. Je pense qu'on reviendra un petit peu plus dans le détail lorsqu'on parlera de Greenium en dernière partie, si vous voulez bien, mais en tout cas, ça a été à la fois un acte de communication financière, un alignement avec la communication du groupe, mais également, il y a eu un vrai avantage financier à sortir sous ce format-là. Tanguy, je te redonne la main sur la partie suivante. Merci Franck. Donc, au-delà du développement de ces produits avec un fléchage des fonds qui a été très important au cours de la dernière décennie, on a vu, enfin au-delà ou à la suite, on a vu émerger au cours des 3 dernières années des opérations qui ont une structure différente. Il n'y a plus d'engagement sur l'utilisation des fonds de la part des emprunteurs, que ce soit sous forme de prêt ou sous forme de bond ou d'obligation, mais une variation de la marge en fonction de l'atteinte d'objectifs extra-financiers avec un usage des fonds qui est corporate general purpose. Donc on est sur une documentation qui ressemble beaucoup à ce que vous faites traditionnellement en obligataire ou en bancaire pour l'usage des fonds. En revanche, la marge peut varier en fonction d'objectifs ESG. C'est ce qu'on appelle les Sustainability Linked Bonds ou Sustainability Linked Loans. Et désolé pour le côté un peu, je dirais, inefficace ou non ressemblant des termes qui sont utilisés, parce qu'on parle d'un côté de Sustainability Bonds qui sont des opérations avec un fléchage, Sustainability Linked Bonds sont des opérations sans fléchage des fonds mais avec une indexation de la marge. C'est un produit qui a d'abord émergé dans le marché bancaire. On a vu énormément de transactions se faire sous forme bancaire, et d'ailleurs vous en aurez une présentation tout à l'heure par Agréal. Elle a plus récemment décollé sur le marché obligataire, et c'est là-dessus qu'on va aujourd'hui concentrer notre présentation, puisque vous aurez tout à l'heure une présentation qui ressemblera, enfin, qui vous dira la manière dont ça se passe sur le marché bancaire. Les choses sont assez proches. Sur le marché obligataire, dans la page suivante, nous présentons ce qu'on appelle les Sustainability Linked Bond Principles, qui sont un peu les principes qui définissent, je dirais, les meilleures pratiques pour utiliser ce type d'instrument, de la même manière qu'il existe des Green Bond Principles, que Franck a résumé un peu sur le slide sur lequel vous aviez la publicité du Crédit Agricole. C'était un peu un résumé des Green Bond Principles. Ici, les Sustainability Linked Bond Principles définissent que pour faire un produit de ce type-là, il y a de voir 5 briques de base. La première, c'est que vous définissez ce qu'on appelle des KPI, des indicateurs, qui sont des indicateurs clés de la responsabilité sociale de l'entreprise. Alors, le plus classique est sans doute l'empreinte carbone, le bilan carbone de l'entreprise, dont vous avez entendu parler tout à l'heure dans la présentation de l'EcoAct. Ça peut aussi être, par exemple, la notation de l'ESG. L'idée, c'est d'avoir un indicateur, ou plusieurs indicateurs, qui reflètent vraiment les enjeux clés de l'entreprise sur le plan ESG. Second principe, c'est qu'il faut, pour ces indicateurs, se donner un objectif qui soit ambitieux, que, si possible, on puisse comparer à des trajectoires existantes, l'accord de Paris, les principes des Sustainable Development Goals ou toute trajectoire de l'industrie qui permet d'aller vers de gérer la transition vers une économie plus sobre en carbone. Donc, par exemple, cet objectif, ça peut être la neutralité carbone en 2030 ou réduction de l'émission de carbone à tel horizon ou l'atteinte de telle notation sur le plan ESG. Une fois que vous avez un indicateur et un objectif, l'idée est de se dire, si jamais je n'atteins pas cet objectif, quelles sont les conséquences en termes de variation de la marge? Ça peut être différentes choses, des variations des conditions financières de l'opération. On a vu des opérations où la marge peut augmenter, donc ce qu'on appelle un step-up. On a vu des opérations dans lesquelles la marge peut baisser, donc un step-down. On a vu des opérations dans lesquelles il peut y avoir des variations de la maturité de l'opération en fonction de l'atteinte de l'objectif ou non. On a vu des opérations dans lesquelles, au lieu d'avoir un step-up ou un step-down, il y a un engagement d'investissement dans soit un projet interne, soit un projet externe à l'entreprise. Ce qu'on voit sur le marché obligataire, c'est que la structure qui est la plus retenue, c'est ce qu'on appelle les opérations avec step-up, c'est-à-dire que l'entreprise, en défaut, n'aurait pas de variation de sa marge, et c'est uniquement si elle rate un objectif qu'elle s'est donné qu'elle aura un step-up. Je reviendrai tout à l'heure sur la raison pour laquelle ça fonctionne comme ça. C'est le troisième principe. Le quatrième principe, c'est que bien sûr, comme ces indicateurs ESG ont un impact sur le prix, on demande à ce qu'ils soient publiés chaque année et qu'ils soient vérifiés. Ce sont donc les 5 Sustainability Linked Bond Principles. Comment ça marche sur le plan opérationnel? On a, dans les slides suivants, vous a
donner deux exemples. Le premier, qui est en fait la première opération de ce type-là qui avait vu le jour sur le marché obligataire, elle avait vu le jour l'an passé, en septembre dernier. Elle a été faite par une société italienne qui s'appelle Enel, qui est la plus grande compagnie d'énergie italienne, qui a fait une opération obligataire de 1,5 milliard de dollars, dans lequel ils se sont engagés, s'ils n'atteignaient pas 55% d'énergie renouvelable dans leur mix énergétique installé, alors qu'ils étaient au moment du lancement de l'opération à 46%, dans une augmentation de 10 points de mix énergétique, s'engager à avoir un step-up de 25 points de base, donc une augmentation de leur coupon de 0,25%. Bien sûr, cet objectif, Enel s'est organisé pour l'atteindre. Bien sûr, la probabilité est donc forte qu'il n'y ait pas de step-up dans l'opération. La raison pour laquelle cette opération est séduisante pour les investisseurs, c'est que l'engagement de Enel, qui était un engagement corporate de l'ordre de la communication RSE et bien sûr de la communication financière de ces parties prenantes, elle devient tout à coup un élément de sa documentation obligataire et d'une certaine manière, les investisseurs, ça renforce cet engagement-là et ça donne aussi aux investisseurs potentiellement une protection si jamais Enel n'atteint pas cet objectif qui est assez cœur de métier pour eux. C'est une opération qui a eu un immense succès avec des investisseurs ESG américains et dont on pensait déjà depuis quelques mois qu'elle allait être répliquée. Depuis septembre dernier 2020, après le Covid qui a fait que certains projets avaient été mis un peu en attente. On a vu beaucoup d'autres opérations se mettre en place. Une autre que je voulais vous citer, la page suivante, qui s'appelle Suzano. Suzano, c'est une compagnie papetière, brésilienne qui, elle, a fait une opération qui est basée sur un KPI qui lui est propre, qui est la tonne de carbone par tonne de papier produite. Vous voyez sur le bas, en bas à droite de la page, de cette page, la trajectoire sur laquelle Suzano est, qui est une des plus basses de l'industrie. Suzano est déjà l'une des entreprises les plus performantes en termes d'efficacité carbone aujourd'hui, mais ils ont néanmoins une trajectoire alignée à Paris, et donc ils sont engagés à avoir un step-up de 25 points de base de la même manière si jamais ils n'atteignent pas 0,180 tonnes de CO2 par tonne de produits de papier produite en 2025, alors qu'ils sont aujourd'hui plutôt autour de 0,2. Ces opérations-là, elles ont connu un immense succès dans les 2 derniers mois sur le marché obligataire. Excusez-moi. Vous voyez sur la page suivante, je suis encore désolé pour la taille. Je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui sont sur des portables, c'est vraiment illisible. Donc j'espère que vous aurez la présentation. Vous voyez là un certain nombre d'opérations qui ont été réalisées dans les derniers mois. Alors, on vous a donné quelques exemples. Je ne vous ai pas donné le seul autre exemple français de Chanel parce que je pense des questions à mon intervienne, mais je vais vous d'autres exemples. Il y a aussi des exemples de français. Donc Schneider Electric a réalisé récemment une opération et Chanel a réalisé également une opération. Il y a d'autres opérations qui sont en cours de préparation. Ce qui est intéressant avec ce format-là, c'est que contrairement au Green Book, l'opération, elle peut se faire sur des objectifs qui sont déjà fixés, qui sont déjà établis à l'échelle de l'entreprise, sans nécessiter l'identification de CAPEX ou d'investissements verts ou sociaux qui pourraient faire l'entreprise. Donc, c'est plus simple en termes, je dirais, de préparation de l'entreprise à la réalisation d'une telle opération. En revanche, bien sûr, en termes d'engagement, ça va loin puisque l'atteinte ou non d'un objectif peut avoir des conséquences financières. C'est un marché sur lequel on s'attend à énormément de transactions dans les semestres qui viennent, puisqu'elle ouvre le champ de la finance durable à tout type de secteur d'activité. Parce qu'en fait, dans tout type de secteur d'activité, les entreprises ont des objectifs ESG. Je refais la boucle avec ce que on disait tout à l'heure, soit sur le carbone, l'orateur précédent, soit sur la taxonomie. Il est évident, on le voit d'ailleurs dans les opérations qui ont vu le jour depuis le début de l'année, que l'indicateur carbone ou l'indicateur par vert sont quasiment inévitables. Du coup, pour faire ça, avoir la capacité de faire son empreinte carbone et de se donner des objectifs sur cette empreinte carbone est quasiment un point de passage obligatoire. Et je repasse la main à Franck pour la dernière partie sur le prix. Merci Tanguy. Alors effectivement, on va s'intéresser à l'existence ou non d'une prime, un green year. Ouais, on a perdu. Franck,
On ne t'entend pas. Voilà, est-ce que vous Voilà. m'entendez? Oui. Désolé, pardon. Donc, effectivement, on va s'attacher dans cette partie à évoquer la présence ou non d'une prime pour ce type d'émission. Et on peut se poser la question, à qui profite ce type de financement? Alors, la bonne réponse est probablement à nous tous, parce que dans la mesure où ces financements visent des projets environnementaux ou sociaux et donc le bien commun, ça devrait profiter à tout le monde. Mais quand on s'adresse à des financiers, dont on fait partie, on a rapidement la tentation de traduire cela également en point de base et pouvons-nous constater ou espérer qui viendrait récompenser les efforts ou inciter les émetteurs à ce type de structure. Alors, on restera également très prudent parce qu'on commence à constater un gain à l'émission qu'on appellera Greenium. Ce sera peut-être de nature à convaincre les plus indécis. Mais la première exemple qu'on souhaitait aborder, c'est un exemple qui est indiscutable. C'est l'Allemagne qui a émis un Bund et qui a, sous un format green, et qui a souhaité le coller à une maturité exacte d'une autre émission obligataire de Bund de même maturité, pour voir effectivement si les investisseurs donnaient une prime à ce type d'actifs plus rares. Et en fait, la réponse est oui, puisque l'émission est sortie à l'intérieur de cette courbe existante pour l'État allemand, de 1 BP, et la performance est de l'ordre de 1 ou 2 BP aujourd'hui sur le marché secondaire depuis l'émission de ce green bond pour l'État allemand. Alors, évidemment, ça peut vous faire sourire, 1 BP ou 1 ou 2 BP dans le monde corporate, c'est très peu. En revanche, pour un souverain, c'est une différence assez importante et marquante, et en fait qui illustre la prime qui est donnée. Et pour reprendre peut-être un autre exemple qui parlera plus à un public corporate, on a évoqué l'émission d'Orange tout à l'heure, qui était sortie à l'intérieur de la courbe secondaire, donc de 9 BP, donc qui a eu tendance à d'avoir, d'ailleurs, c'est un processus auto-validant qui a eu un impact positif sur l'ensemble de la courbe secondaire. Et aujourd'hui, à ce matin, en tout cas, on pouvait constater une émission Orange non green, classique, de maturité janvier 2029, cotait mid-swap plus 35 BP, alors que l'émission de septembre 2029, donc légèrement plus longue, cotait à l'intérieur, mid-swap plus 32 BP. Là, en l'occurrence, on voit 3-4 BP d'écart. Donc, c'est quelque chose tout de même de matériel. Après, sur le slide suivant, et merci effectivement Valérie de l'avoir passé, on a souhaité mettre en avant quelques exemples et d'impact entre le green et le non green. Alors d'abord, pour vous rappeler que ça représente une proportion assez importante. Sur le quatrième, on est de l'ordre autour de 15-16% sur le Q3 et Q4 d'émissions qui sont sous un format green. Au mois de septembre, sur 50 milliards d'émissions green corporate, 11 milliards étaient sous un format green. Dans des divers et variés, donc ça commence à être un volume significatif. Et après, lorsque vous le constatez sur le graphique ou le tableau du bas, ce qu'on appelle NIP, c'est la New Issue Premium. Donc, on a essayé de comparer cette prime d'émission. Est-ce qu'elle est moins élevée pour les émissions sous un format green versus les émissions sous un format non green? Et effectivement, la réponse est oui. Si je vous invite à regarder la dernière colonne de ce tableau à droite avec 2020 year to date, effectivement, la prime des émissions ESG était de l'ordre de 1 BP, alors que celle des bons non ESG était de 13 BP. Et par ailleurs, mais ce qui est assez logique et concordant, c'est que la souscription ou la sursouscription de ces bonds était de 5,1 fois pour les bonds ESG et uniquement de 4 fois pour les bonds non ESG. Donc, c'est assez intuitif, c'est vous vous adressez à un public plus large d'investisseurs, et plus vous avez un carnet d'ordre élevé, plus il y a une concurrence pour avoir ce papier, et donc plus vous pouvez en bénéficier en tant qu'émetteur et tirer les prix vers le bas. Aujourd'hui, on a un marché qui s'est bien développé, on commence à avoir des volumes significatifs de bonds ESG, mais néanmoins, ça ne répond pas à la forte demande des investisseurs, et force est de constater
constaté que ces investisseurs recherchent cet actif qui est rare et sélectif pour mettre en portefeuille et sont prêts à faire un effort supplémentaire. Donc oui, on commence à voir une prime pour ces émissions, je dirais, vertes. Donc ça, c'est un intérêt financier au-delà de tous les autres intérêts qu'on a pu évoquer. Merci beaucoup, Franck. C'est très clair. Si certaines personnes ont des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, j'en ai peut-être juste une. Vous avez parlé du framework rapidement tout à l'heure. Est-ce que peut-être vous pourriez redonner en quelques mots, en fait, puisque le temps, effectivement, joue contre nous, mais c'est peut-être intéressant si vous pourriez expliquer succinctement, en fait, le framework, en fait, à quoi ça correspond et l'utilité que ça peut avoir pour les corporates. Oui, bien sûr. Je sais pas, Tanguy, si tu veux répondre, ou sinon je prends la main et tu complètes, mais le framework dans lequel on va définir les actifs que l'on souhaite, que l'on vise. On va ceux qu'on peut sélectionner avec les différentes catégories existantes pour en fait indiquer aux investisseurs à la fois lorsqu'on émet un bond, on a des actifs déjà définis et dédiés qui sont tout de suite refinancés ou financés, mais il y a également des actifs futurs qui seront financés et donc ça définit le cadre d'intervention et de financement de ces fonds. Et donc c'est effectivement un préalable et on doit, je dirais, si je peux tracer un parallèle, c'est un peu comme le programme EMTN mais en version green. Donc on définit un framework, un cadre d'intervention de ces émissions. Ok. Merci. Bonjour, donc Priscilla. Franck, j'avais une question pour toi. On parle du greenium, hein, j'aime bien l'expression, étant de 25 points de base sur une émission obligataire. Sur les RCF, le financement des RCF, on voit un greenium qui peut être beaucoup plus faible, hein, de l'ordre de quelques points de base. À l'heure où les taux d'intérêt sont très bas, où les spreads ont tendance également à se contracter, je trouve que 25 points de base, c'est beaucoup. Et donc, je voulais avoir ton opinion sur ce montant et puis voir si c'est quelque chose qui est standardisé ou qui aura tendance à évoluer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Alors, Priscilla, les 25 BP dont tu fais référence, c'est peut-être sur une transaction peut-être spécifique. C'est pas forcément la moyenne qu'on a pu constater, mais c'est vrai que dans certains cas, on avait des primes de l'ordre de 25 BP. Ça a été le cas notamment pour une transaction pour I4 Santé. Aujourd'hui, en moyenne, on pense que on voit un différentiel sur la courbe secondaire, sur les corporates de l'ordre peut-être de 0,5 BP potentiellement, mais c'est encore difficile à quantifier a priori. En tout cas, c'est pas une garantie en soi. Aujourd'hui, on a un différentiel fort entre l'offre et la demande. On a beaucoup d'investisseurs qui sont prêts à se charger d'actifs de ce type et qui sont prêts à faire un effort supplémentaire. Donc aujourd'hui, on a un balancier qui est très favorable, à mon avis, pour les émissions ESG. Je pense que ça va accompagner la croissance de ce marché. On peut se poser aussi la question autrement, est-ce que l'ESG et le Green Bond va devenir la norme dans le futur par rapport à d'autres émissions? C'est effectivement un peu moins marqué sur l'aspect loan. Je suis moins focus ou spécialiste des pricing sur le loan, mais effectivement, il y a quelque chose c'est plus une relation entre des banques et un corporate en l'occurrence. Il y a une amélioration qui est liée à un coût de funding, et en tout cas chez Crédit Agricole, et quand on se retourne vers CASA, lorsque CACIB émet ce type de loan, on retranscrit la prime de funding que nous octroie CASA. Donc on incite aussi quelque part nous les corporates à se diriger vers ce type de structure. Mais c'est un peu moins différenciant effectivement que sur le
marché obligataire où là, on est sur des volumes qui sont très, très importants et des grandes maisons type Amundi ou BlackRock qui veulent investir ou charger et qui ont besoin de charger ce type d'actifs sont prêts à faire effectivement des efforts certainement un peu plus importants. Merci. Bonjour, Franck Tanguy, 2 questions. Est-ce qu'on peut faire un parallèle facile entre les Green Loan Principles et les Green Bond Principles? Et deuxième question, vous avez, on a tous en tête l'idée des step-up. Si vous pouviez donner un ou 2 autres exemples d'amélioration ou de modification des termes des émissions obligataires que le traditionnel step-up. Ouais. Sur la partie, oui, on peut faire un parallèle. Les Green Loan Principles, ils ont été écrits vraiment en ayant sous les yeux les Green Bond Principles. Ils ont écrit ensuite, et donc c'est vraiment quasiment la même chose. En revanche, c'est l'inverse pour les Sustainability Linked Bond Principles. Ceux-là ont été écrits après la partie bancaire. Ils sont un peu différents pour le coup, parce que sur la partie obligataire, je dirais, les exigences de reporting et je dirais d'ambition des KPI sont un peu plus hautes que sur la partie bancaire, parce que sur la partie bancaire, c'est sûr que le choix des KPI il se fait de manière un peu plus bilatérale entre l'entreprise et ses banques, dans une relation, je dirais, dans une transaction qui est souvent assez relationnelle, ce qui est un peu moins le cas sur la partie obligataire. Ça, c'est pour la première question. La seconde question, on voit aujourd'hui sur le marché obligataire, on a 2 types d'approches. On a vu des opérations avec des step-up et des opérations avec des augmentations du prix final, du remboursement, donc une sorte de prime à la fin, qui est un peu dans la même logique, c'est-à-dire si jamais l'entreprise n'atteint pas son objectif, l'investisseur a une rémunération supplémentaire, donc c'est soit sur le step-up sur quelques années, soit à la fin. C'est la seule structure qu'on ait vue aujourd'hui sur les marchés obligataires. Sur le marché bancaire, on a vu des types de structures avec step-up, ou des opérations avec step-down, des opérations avec les deux, step-up et step-down. C'est un grand univers d'options. On a vu aussi quelques opérations où on jouait sur la maturité, c'est-à-dire si jamais l'entreprise atteint son objectif, l'opération de financement est prolongée de 1 an. C'est une option pour l'emprunteur de prolonger l'opération de financement. Ce n'est pas toujours facile, puisque les banques sont pour le coup moins allantes sur ces sujets-là parfois, mais ça, c'est arrivé. Et puis, on a vu des opérations avec ce que je pourrais appeler, grosso modo, des œuvres, c'est-à-dire si jamais un objectif est atteint ou pas atteint, il y a un paiement qui est fait à une œuvre qui est en lien avec l'objectif ESG. On en a vu quelques-unes. La majorité, ça reste quand même des opérations sur le marché bancaire, ça reste des opérations qui sont équilibrées avec step-up et step-down. C'est vraiment ça, l'immense majorité des cas. On a quelques opérations avec des œuvres. On est un peu dans une logique, je dirais, différente, philosophiquement parlant. Quand on fait une opération avec step-up et step-down, donc avec variation du prix, on est plutôt sur un discours qui est autour de la matérialité financière de l'ESG, c'est-à-dire on dit, si jamais une entreprise... Je suis désolée, je te coupe parce que je fais mon rôle aussi de timekeeper. On a encore une dernière personne à intervenir derrière, c'est très intéressant, mais voilà, c'est juste pour faire un petit rappel du timing. Ouais, je m'arrête. Je te laisse terminer. Non, voilà, les step-up et step-down, on est plutôt sur la matérialité financière, alors que quand on fait des dons à des œuvres, on est plutôt sur la question de l'éthique, je dirais. Donc, c'est pas tout à fait même vision de l'ESG. Mais si ça vous intéresse, on peut reprendre la conversation par ailleurs, mais je voudrais effectivement laisser le temps au dernier orateur. Je suis désolée, mais effectivement, peut-être un commentaire partagé sur le fil des questions avant de laisser la parole à Patricia. Au-delà du greenium, ce que nous constatons chez SNCF est la plus grande diversification du placement de la dette et donc une base d'investisseurs plus profonde, ce qui est un point très important pour nous, gros émetteurs obligataires. Voilà, il y a effectivement une dernière question. Pour les CP, comment relier les green CP au use of proceeds ou KPI? Je vous propose peut-être de revenir à cette question. On va laisser peut-être Sodial nous présenter en fait son projet.
Et on reviendra effectivement aux questions en fonction du temps qui nous reste. Merci. Bonjour. Patricia, c'est à toi. Merci, bonjour. Donc, je suis Patricia Vivier, directeur des financements, de la trésorerie et du credit management de Sodial. Donc, Sodial, c'est une société de l'agroalimentaire dans l'industrie laitière. Vous connaissez certainement les marques Yoplait, Candia, Richemont, Entremont, Régilet, etc. Et Sodial, c'est 20 000 producteurs de lait répartis sur 74 départements français, environ 9 000 salariés, et Sodial 5 milliards de litres de lait sur toute la France avec 70 usines. Donc c'est un business model qui est particulier, qui n'a rien à voir avec le business model de Danone par exemple, qui est un concurrent parfaitement loyal dans les produits laitiers frais, puisque en fait on est dans une communauté de destin, puisque Sodial c'est en fait la prolongation des exploitations de nos agriculteurs, et on a l'habitude de dire qu'on est dans une communauté de destin, c'est-à-dire que nos actionnaires qu'on appelle des sociétaires se chargent d'avoir un lait de la meilleure qualité possible, et les salariés, eh bien eux, mission qui est de valoriser le lait le plus élevé possible pour l'ensemble des producteurs, même de tous les producteurs français, puisque notre président Damien Lacombe est également président de tous les producteurs français dans l'organisation COP de France, et également de les valoriser dans les marchés internationaux, dans 80 pays et en France. Donc une fois que je vous ai dit ça, vous allez un petit peu mieux comprendre du coup pourquoi naturellement pour nous, tout ce qui est ESG, tout ce qui est critères RSE, c'est un petit peu dans notre gène, puisque à travers ce que l'on appelle la route du lait, qui n'est pas une opération marketing, mais qui est certifiée AFAC, eh bien déjà à travers 8 modules, eh bien nos producteurs de lait sont audités tous les 3 ans par les salariés qu'on appelle des conseillers laitiers. Et donc, on a dans nos systèmes d'information eh bien, tout un tas de données justement sur le bien-être animal, sur l'empreinte carbone, sur les investissements à l'approche des fermes, etc. Et pour nous, c'était tout naturel de rentrer dans ce marché financier, même si en fait, on se rend compte qu'on communique peu parce que justement, nos sociétaires estiment que c'est tout naturel. Donc, nous avons recruté une responsable RSE en septembre 2019 et on a considéré qu'il fallait, communiquer et se démarquer, puisque finalement, c'était notre plus, on était légitime là-dessus, puisqu'on fait plus finalement que la réglementation dans une démarche volontariste. Là, vous avez l'organisation de gestion par activité. Vous avez la coopérative qui est Sodial Union, qui est la coopérative de tête. Et puis ensuite, vous avez une centrale de trésorerie, une holding de participation et une organisation par métier. Donc 5 milliards de litres de lait collectés et 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec, comme je vous disais, un business model qui consiste à développer nos régions françaises, l'investissement, l'emploi en France. Donc, quand on a des filiales à l'international, ce n'est pas par croissance externe, c'est des sociétés de services ou de commercialisation, mais l'objectif, c'est essentiellement d'exporter. Et lorsqu'on a des filiales de production, on en a une en Bavière, eh bien, c'est une exception puisque c'est dans une région justement très RSE, puisque c'est Allgäu, qui est la région vraiment verte et très, très prisée en Allemagne. Donc, il nous semblait tout naturel finalement de rentrer dans ce marché. Et on a souhaité faire une opération inaugurale sur le Schuldschein. C'était notre 3e tranche avec Bayern LB, qui est notre arrangeur d'origine, qui est la première banque de Bavière, qui est tout naturel, puisque, comme je vous l'ai dit, on a une filiale
en Bavière, et on y a associé HSBC, qui s'est donné les moyens justement d'investir sur toute la partie RSE et qui nous a parfaitement accompagnés avec nos équipes dans ce domaine. Je dois dire que ça a été assez naturel, et contrairement à ce que je pensais au départ, on n'a pas consacré beaucoup de temps aux critères RSE, car on avait beaucoup de choses, je dirais, en magasin. Et on a pu se rendre compte qu'avec nos 70 usines, eh bien, en fait, les usines pesaient très peu sur l'enjeu RSE. Ils ne pesaient qu'à hauteur de 9%. Donc, en fait, tout l'enjeu, à hauteur de 91%, c'était l'amont, c'est-à-dire, en clair, les émissions de carbone faites par les vaches, et tout un tas d'autres critères comme le bien-être animal, etc. On a également à travers ça une vocation d'aménagement du territoire. C'est à cette occasion que j'ai appris que par des plantations, par des haies, eh bien, on pouvait réduire de 15% l'empreinte carbone. Donc, c'est toute une démarche qui est faite. Et donc, il a été décidé tout naturellement à l'unanimité de l'ensemble des investisseurs qu'il fallait prendre 3 critères. Évidemment, on voulait identiques pour réduire le travail et faciliter le reporting. 3 critères qui étaient des critères amont. Donc, il a fallu évidemment fédérer les actionnaires, les sociétaires, puisque en fait, certes, les salariés étaient concernés, mais il fallait évidemment que les 20 000 producteurs de lait adhèrent à ces objectifs de critères que l'on s'était fixés et sur lesquels les investisseurs ne sont pas revenus. Et comme je vous disais tout à l'heure, comme Damien Lacombe est également président de tous les producteurs de lait français dans COP de France, il ne fallait pas que Sodial fasse son travail à part, et il fallait également mobiliser l'interprofession pour qu'il y ait aussi une adhésion sur ces critères. Et donc, cette opération financière nous a permis finalement d'avancer assez vite sur cette charte de bonne conduite avec l'interprofession. Donc, les 3 critères qui ont été retenus, qui plaisaient beaucoup aux investisseurs, mais on en avait d'autres, c'était bien sûr l'empreinte carbone, parce que là, incontournable compte tenu de tout ce qu'il y avait comme action, et c'était également le bien-être animal, parce que considéré comme quelque chose d'assez original, et l'accompagnement jeunes agriculteurs. Donc très concrètement, par exemple, pour rentrer dans le détail sur les jeunes agriculteurs, l'engagement, c'était d'accompagner leur installation et donc de contribuer au dynamisme des territoires français. Donc, vous savez peut-être qu'on est dans un contexte de diminution annuelle nationale de l'ordre de 5% du nombre des exploitations laitières en France. Donc, pour nous, évidemment, les jeunes agriculteurs représentent vraiment le futur de notre organisation et même plus largement de la filière laitière. Donc, notre objectif, c'est évidemment de les accompagner au maximum, de faciliter leur installation. C'est évidemment un axe fort de notre stratégie. Et c'est pourquoi on a mis en place un dispositif qu'on appelle la Sodial Box, qui est en fait un dispositif qui comprend une attribution de volume de production laitière qui va jusqu'à 300 000 litres de lait supplémentaire par an, mais aussi une aide financière à l'installation qui peut s'élever à 10 000 euros par an. On a aussi introduit en 2019 une nouvelle modalité qui, elle, est exceptionnelle en cas de baisse brutale du prix du lait, comme on l'a vu en 2015 et 2016. Donc, pour déclencher cet outil, le jeune agriculteur, lui, doit participer à une journée d'information qui est régionale ou nationale. Donc, vous voyez que la condition n'est pas très importante. Il a 3 ans post-installation pour déclencher sa Sodial Box et il a 5 ans, en fait, post-installation
pour utiliser son enveloppe financière. En parallèle, Sodial va aussi l'accompagner sur des journées d'intégration, des voyages d'études, des partages d'expériences. Et ces jeunes agriculteurs vont faire partie d'une commission qui est une espèce d'organe d'animation de leur communauté. Et leur rôle va être de formaliser des propositions qui vont être ciblées auprès du conseil d'administration de Sodial dans l'objectif d'améliorer l'accompagnement des jeunes agriculteurs dans la coopérative. Alors, les critères qui ont été considérés, c'est-à-dire pour être jeune agriculteur, bien, il faut être un agriculteur à titre principal. Dans ce cas-là, c'est le document de la mutualité sociale agricole qui fait foi. Il faut avoir moins de 40 ans au moment de l'installation. Il faut que ce soit une première installation de lait de vache et il faut apporter à la coopérative la preuve d'une étude économique avant l'installation pour que la coopérative apprécie finalement la rentabilité et de cette installation et l'intérêt de cette installation. Donc, il y a tout un accompagnement, toute une organisation et les investisseurs ont trouvé ça très intéressant, mais évidemment, c'est dans notre stratégie. Sur le bien-être animal, eh bien, c'est en fait une mesure dans toutes nos fermes, une mise en place donc d'une dynamique permanente, je dirais, d'amélioration continue et de progrès. Là aussi, il faut savoir que pour nos sociétaires, pour un producteur de lait, c'est tout naturel parce que il faut savoir qu'une vache qui va être stressée ou qui va pas être bien, qui n'aura pas un bien-être, eh bien déjà économiquement, elle va pas donner autant de lait. Donc le rendement laitier déjà va pas être bon, mais au-delà de l'intérêt financier, eh bien pour le producteur, c'est son bébé, il connaît sa vache par son prénom, il sait très exactement comment elles sont. Et donc c'est dans les statuts de Sodial, si un producteur a le malheur de pas bien soigner son animal, eh bien il peut être exclu immédiatement de la coopérative. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est très sensible depuis le début. Et donc, pour mesurer en fait ce bien-être animal, Sodial va utiliser un nouvel outil de référence de l'interprofession, encore obligatoire. Donc, c'est là encore une démarche volontariste à 16 indicateurs, sans rentrer dans le détail. Par contre, c'est un audit qui sera rendu obligatoire à partir de 2022 parce que ça va être la date d'application de la charte des bonnes pratiques de l'élevage. Et en fait, la méthodologie, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est une mise en place de diagnostics par des conseillers laitiers qui sont des salariés qui vont aller dans chaque exploitation tous les 3 ans et qui vont vérifier cette démarche RSE et d'amélioration continue à travers la route du lait. Donc voilà ce que l'on a mis en place très naturellement. Effectivement, on a touché beaucoup d'investisseurs en pleine période Covid, donc ça c'est quand même à signaler, qui étaient très intéressés. Donc certes, on est dans l'agroalimentaire, secteur considéré comme résilient pendant la période Covid. Néanmoins, on a pu toucher beaucoup d'intérêts d'investisseurs, bon, à la fois par Sodial, mais aussi parce que c'était un financement RSE. On a donc mobilisé 60 millions d'euros, une tranche de 5 ans pour 45 millions et une de 15 pour 7 ans. Il y avait beaucoup plus d'appétit pour le 5 ans, mais je pense que c'était lié au Covid, avec une clause de bonus-malus, mais qui, dans le cas du Schuldschein, est vraiment très faible. Donc, ce n'est pas tellement pour l'intérêt financier, puisque c'est entre moins 4 points et plus 3 points. Et là, également, derrière, il y a un intérêt, je dirais, qui peut se traduire par de l'image, par de la communication. Mais imaginons qu'on ait un malus sur 1 ou 2 ou 3 critères. Eh bien, ce n'est pas aux investisseurs que l'on verse la différence, mais un projet
du choix de Sodial, qui bien sûr aura une connotation RSE, mais à travers ça, on peut aider des organisations, des producteurs, et donc évidemment ça c'est vu tout à fait positivement. Je pense très franchement que c'est quelque chose qui va se développer, qui ne va pas seulement concerner les grandes entreprises. Évidemment, ça va commencer par les grandes entreprises et avec le phénomène de l'entonnoir, ça va descendre de plus en plus. On a récemment lancé des titres participatifs, qui est un produit de financement en fonds propres très apprécié par les coopératives parce que bordé juridiquement, comptablement et financièrement. Là aussi, ça a été une nouveauté. Les deux investisseurs de la profession nous ont demandé à ce que ces titres participatifs soient RSE. Donc, j'ai immédiatement introduit les critères qu'on avait vus dans le cadre du Schuldschein qui ont été acceptés très, très rapidement. Et donc, on voit bien qu'on est dans une démarche extrêmement rapide. Je pense que le Covid a eu un effet accélérateur sur une mise en place de financement RSE qui, à mon sens, va devenir une condition de marché. Voilà le témoignage que je peux vous apporter sur Sodial. Merci. Patricia, quid sur le CO2? Alors, sur le CO2, on avait évidemment, alors sur le CO2, on avait proposé des critères, mais ça n'avait pas été retenu au niveau des usines parce que considéré comme classique avec des enjeux très faibles. Et en ce qui concerne l'empreinte carbone, oui, on a fait des propositions de seuil jusqu'en 2025 qui ont été tout à fait retenues avec toutes les actions amont que l'on a proposées. Donc, mais en fait, on s'est rendu compte que l'entreprise avait vraiment toute l'attitude pour argumenter, proposer, et il y a eu des échanges, bien sûr, mais très très vite, les investisseurs ont adhéré à ce que l'on proposait, alors que moi, au départ, j'avais un a priori pensant que ça allait retarder l'opération financière, qu'on allait y passer du temps, mais non. Et bon, on a été bien accompagné d'HSBC. Hein, je pense que c'est aussi très important de bien choisir ces arrangeurs. Bayern LB, on les connaissait, c'est une organisation à l'allemande bien huilée, c'était notre 3e opération. Et pour HSBC, eh bien, c'était une référence importante parce que c'était une opération inaugurale. Les équipes RSE chez nous et HSBC ont très très bien fonctionné ensemble et ça a été tout naturel. Stéphanie, est-ce que tu as repéré d'autres questions? Alors, il y avait une question avant l'intervention de Patricia sur les CP. Comment relier les Green CP au Use of Proceed ou au KPI? Je pense que la question derrière est peut-être, je ne sais pas si Étienne est encore là, la question concerne effectivement la greenification des billets, enfin, des new CP en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui est où en est-on en fait sur ce sujet? Je ne sais pas si Étienne est encore dans le call. Alors, en ce qui concerne… Voilà, François, prendre la parole. François Gouinard, je peux dire 2 mots sur les New CP. Alors, il y a déjà eu 2 réunions de travail au niveau de la place autour de la Banque de France, ACI, etc., ou en février puis en octobre. C'est sûr que le fait que la taxonomie commence à être assez précise est une chose. Le problème, c'est que
par nature, les NewsCP, c'est court, c'est inférieur à 1 an. Les suivis de reporting RSE sont annuels. Donc, comment faire coïncider, comment faire jouer les indexations éventuelles, pour l'instant, c'est pas au point. Donc, il y a un groupe de travail qui est en cours, je le répète, Banque de France, ACI, etc. Et les travaux, on devrait avoir une réunion d'ici la fin de l'année. Les travaux avancent lentement. Merci François. On a une question d'Alexandre Chalali qui demandait conseil pour la RSE. Peut-être qu'il peut préciser sa question en ouvrant son micro ou nous la compléter. C'est une question pour Sodial. Oui, bonsoir à tous. J'aimerais juste savoir si pour la démarche RSE chez Sodial, vous avez été accompagné par un conseil. Et si oui, qui est le nom de ce conseil? Non, nous n'avons pas été accompagnés parce qu'en fait, on a déjà historiquement toute une organisation au sein de la coopérative et avec des systèmes d'information qui tracent depuis 25 ans au moins tous ces critères qui sont certifiés à FAC et qui sont enrichis au fil des années. Donc non, c'est une organisation que nous avons déjà, et nous avons une responsable RSE sur les 70 usines qui est arrivée en septembre 2019 et qui travaille en étroite collaboration avec la coopérative. La personne qui est en charge du RSE chez nous au niveau de l'amont, elle est au COMEX et donc elle a le lien direct avec le président. Donc déjà, c'est évidemment facilitateur. Suite à notre opération Schuldschein RSE, ce que j'ai pu voir et ce qui était aussi très bien comme démarche, j'ai trouvé, c'est que notre responsable RSE est passé sous la responsabilité de la direction communication, ce qui laisse entendre qu'à partir de 2021, eh bien, on voit un intérêt de lier la communication avec la RSE. Mais non, nous n'avons pas eu de conseil externe. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vois qu'il est bientôt 19h passé. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions à prendre ? J'ai juste une petite chose à propos de, comment dirais-je, des critères RSE. Eh bien, il nous est demandé d'avoir un avis indépendant, puisque, évidemment, c'est pas déclaratif. On va être audité, donc ce qui nous pose pas de problème, puisqu'on a déjà cet audit dans le cadre de la FAC. Et donc, nous, on a choisi EY pour faire le reporting RSE sur les 3 critères que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc là, c'est un expert indépendant qui annuellement émettra un reporting pour ce financement Schuldschein RSE et qui dira voilà où est-ce qu'on en est chaque année au niveau de nos KPI pour chaque critère. Quand Patricia mentionne la PAC, ce sont les contrôles européens au niveau de la politique agricole commune, bien sûr. Effectivement, merci. Il est 19h passé. Je ne vois pas d'autres questions dans le flux là, de partage de questions. Je voulais quand même remercier tout le monde d'avoir participé à cette session. Un grand merci à nos intervenants, donc EcoAct, Crédit Agricole et Patricia Vivier chez Sodial. Je pense que c'était très utile de pouvoir partager l'ensemble de ces éléments. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.